Mourad, rebonsoir. Rebonsoir, Alors, chère Nadia. Je crois savoir que tu as un message à adresser à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent. Oui, parce que j'étais très agréablement surpris par les nombreux messages de sympathie qui ont été adressés via les réseaux sociaux, comme malheureusement, alors j'essaie de répondre au maximum, mais comme malheureusement, et d'encouragement, et comme malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde, je voulais en profiter pour vous remercier vraiment très sincèrement et très chaleureusement et de votre fidélité et de votre attachement à cette chronique que j'espère poursuivre dans le temps avec autant de contentement vous concernant. On passe maintenant du coup à la carte blanche. Tu nous parlais donc de ces cibles dans le dos que tu aimerais dénoncer. Dis-nous, tu peux nous en dire plus. Bien sûr. Alors ces cibles dans le dos, la fameuse cible dans le dos dont a été naturellement victime une journaliste qu'on ne cite plus et qui a alimenté à la fois dans le monde politique et dans le monde médiatique un certain nombre de commentaires qui ont parfois été très très loin dans le soutien, avec peut-être une perte de l'affaire d'origine, qui est quand même, rappelons-le, ce qu'a subi Manuel Bompard dans les studios de LCI, à savoir un espèce d'interrogatoire où ont été proférés un certain nombre de mensonges. Donc, alors, ça renvoie à une précédente chronique, à savoir... Est-ce que les journalistes sont critiquables ou pas? Acceptent-ils la critique? Visiblement pas. Et je trouve que, je ne vais pas revenir sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, je ne le trouve pas extraordinaire, il ne restera pas dans les annales. Simplement, ça ne valait peut-être pas un tel déchaînement de haine le concernant. Le point d'orgue étant l'intervention de l'archer, qui, avec beaucoup de finesse, comme on lui connaît, a dit ferme ta gueule, je crois, quelque chose comme ça, ouais. Qui est complètement hallucinant de la part du deuxième personnage de l'État. Alors juste avant de démarrer, je voudrais effectuer un droit de suite. Comme vous le savez peut-être, j'aime bien les droits de suite parce que j'aime pas qu'on laisse l'actualité. On en parle à un moment donné, puis après il n'y a plus rien. On a parlé donc d'une forme de parasite la fois dernière, de plateau télé notamment. Et avait été citée Caroline Fourest. Je vous invite simplement à aller voir le site de France Télévisions, sur lequel aujourd'hui Complément d'enquête revient sur les bidonnages des émissions de Cyril Hanouna et parle notamment de la manière dont Cyril Hanouna et Bolloré ont demandé explicitement à des chroniqueurs de faire la promotion, voire même un peu plus, du film qui a fait un flop complet de Caroline Fourest, qui ne fait pas que raconter des bêtises, elle en filme aussi. Alors, je voudrais rendre un hommage, vibrant hommage à Ruth Elkrief. Je le dis avec sincérité, la main sur le cœur. Alors, c'est pas la Ruth Elkrief qui accuse notamment les organisations non gouvernementales, on en avait parlé ici, Médecins sans frontières, les Médecins du Monde et surtout Amnesty International, d'être antisémite, et qu'à ce titre-là, il ne s'occupait pas des otages juifs et israéliens, mais il préférait s'occuper de la bande de Gaza. Et ça, c'est collé littéralement une cible dans le dos. Et là, on n'est pas à la brasserie Lippe, on n'est pas dans le salon de maquillage de LCI, on est à Gaza, ils risquent leur vie et ils le payent. Nombre d'entre eux le payent très cher, notamment récemment encore, des voitures d'MSF ont été bombardées et ça avait fait 2 morts. Alors, c'est pas non plus la Ruth Elkrief qui remet le couvert contre Villepin. Alors Villepin, je le redis rapidement, avait été accusé d'avoir prononcé le mot la finance juive, alors qu'en fait, pas du tout. Il s'attaquait, comme aurait pu le faire d'ailleurs Nathalie Arthaud, il s'attaquait aux gens qui possédaient et les studios de cinéma et les médias aux USA et qui, évidemment, influaient sur les décisions et les prises de position des acteurs et des actrices. Deux ont payé le prix fort. Et donc, elle est revenue, elle, en disant non, pas du tout, il est antisémite, voilà, je vous en apporte la preuve, alors que ça n'est qu'un avis personnel. Quand on connaît l'homme de 2003 qui a tenu tête aux États-Unis, notamment sur la guerre en Irak, on doute un tout petit peu qu'il ait ce profil-là. Non, alors moi, ce que je voulais lui rendre hommage parce qu'au détour d'une énième attaque contre Dominique de Villepin, et on va regarder ensemble un extrait qui est passé un peu inaperçu, vous allez voir ce qu'elle va dire, et franchement, je dis respect et je dis madame. Bien sûr, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir une censure en France qui serait installé par les dirigeants des médias est un discours complotiste qui dérape et qui ne devrait pas être tenu par une personnalité de son rang. Le seul problème, c'est le « il » qui sous-entend « les juifs tiennent tout ». Voilà. Moi, je la rejoins totalement dans son analyse. Elle a entièrement raison. C'est-à-dire que les patrons, et moi qui ai bossé pour des journaux, notamment tenus par des milliardaires, je sais très bien comment ça se passe pendant plusieurs dizaines d'années, il n'y a effectivement pas besoin, et jamais un milliardaire va décrocher son téléphone pour donner des ordres sur les articles à faire ou les émissions, la manière dont on doit traiter les émissions et les invités, tout simplement parce qu'il place
et c'est leur rôle, des chiens de garde. Rutel Krief en est un exemple. Il place des chiens et des chiennes de garde qui sont là justement pour faire le job et pour s'assurer que justement les propriétaires des journaux n'ont pas besoin d'intervenir pour entendre une espèce de fable, une espèce de messe qui est préécrite à l'avance et qui est autodigérée par ces fameux chiens de garde. Alors la preuve, on va regarder un extrait de quelle époque de la semaine dernière où là on a assisté à un regroupement extraordinaire de ces chiens de garde qui ont tous été dans le même sens, en l'absence, je le précise, de Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas son avocat, je précise simplement que ça donnait à cet exercice, en l'absence de la personne concernée, je trouve ça assez gonflé, je vous laisse regarder. La question aussi... Je voudrais juste dire qu'il a perdu des électeurs, parce que dans ce défilé contre l'antisémitisme, il y avait des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ne le reconnaissaient plus et qui n'adhérait plus à des positions qui ont été extrêmement limites. On n'a pas évoqué son tweet contre Yael Braun-Pivet qui était extrêmement malsain et un certain nombre d'autres déclarations sur les directeurs des médias, etc. Donc il faut savoir que je pense qu'il a perdu une partie d'électeurs enracinés dans la société française, dans la gauche historique, qui ne se reconnaissent plus dans un leader qui a dépassé les bornes et qui est passé de l'autre côté de la raison. Votre question à Jean-Luc Mélenchon, on commence par vous, Jean-Baptiste. Vous vouliez la retraite à 60 ans, vous en avez 72. Voilà, la troupe rigole de ses propres vannes. Alors, la vanne, justement, du fameux Jean-Baptiste sur la retraite à 60 ans, c'est non seulement crétin, mais en plus, ça montre alors, il est jeune, on va mettre ça sur ce compte-là, ça montre une méconnaissance totale de ce qu'est la politique, à savoir qu'on œuvre et on travaille... quoi qu'on pense sur l'âge de la retraite, on œuvre, on travaille évidemment pour l'intérêt général, pour ceux qui en ont besoin et pas pour soi-même. Moi qui suis journaliste, je ne sais pas jusqu'à quel âge je travaillerai, mais évidemment, je suis pour les gens qui en ont besoin, je suis pour la retraite à 60 ans. Alors je vais revenir sur l'histoire de la cible dans le dos. Très bizarrement, il y a eu donc une levée de bouclier pour soutenir Rutel Krief, qu'on n'a pas senti exactement similaire au moment où Mohamed Kassi, notre confrère de TV5 Monde, s'est fait convoquer pour avoir simplement fait son travail et tenir tête aux propagandistes de l'armée israélienne. Et on n'a pas non plus entendu la meute quand, à un moment donné, un ancien président de la République a menacé ouvertement Rutel Krief sur un plateau de télé. Je vous laisse regarder, c'est hallucinant. C'est affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Pardon de le dire, parce que moi je pourrais dire aussi qu'inviter M. Takedine chez BFM comme vous l'avez fait, c'est une affaire de voyous. Donc, mesurez votre vocabulaire. C'est tout à fait hallucinant et ça aurait mérité, effectivement, comme vous le dites Nadia, ça aurait mérité une protection policière et des condamnations unanimes de la classe politique et médiatique. Il n'y en a évidemment rien été. Je vous laisse à l'analyse personnelle des raisons pour lesquelles cette caste s'autoprotège, mais par contre met de côté des gens qui ne sont pas de la famille. Alors, on va revenir juste un instant aux ONG, puisqu'on est dans un climat très particulier. Alors, on est sur une chaîne très particulière qui est I24 News, que je qualifie, que je taxe de chaîne de désinformation et de chaîne d'extrême droite, au même titre que CNews. Et là, on a une journaliste, alors il y a quand même des journalistes sur I24 News, parce qu'on pourrait penser que c'est juste des polémistes qui viennent papoter entre eux. Il y a une journaliste qui s'appelle Nathalie Nagar et qui fait ce qu'on appelle un coup de gueule. Mais en fait, ce n'est pas un coup de gueule, c'est un appel au meurtre, c'est une cible dans le dos et pas de n'importe qui, de la responsable de la Croix-Rouge. Je vous laisse écouter. Mariana Spoliaric, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous avez déjà entendu son nom? Bah non, forcément, et en Israël, on la connaît pas des masses. Elle est la présidente du comité international de la Croix-Rouge. Alors vous pensez bien, elle a pris des cours chez Jean-Luc Mélenchon, manifestement en dénonçant, je cite, les souffrances intolérables de la population de Gaza. Alors n'ayez d'inquiétude, Israéliens et Israéliennes, vous qui avez été par milliers tués, éventrés, violés, déportés, massacrés, brûlés au pot d'échappement, traumatisés, j'en passe, n'ayez pas d'inquiétude. Elle projette de venir en Israël dans les semaines à venir. Nous voilà rassurés. Parce qu'Israël, vous savez, Madame Mariana Spoliaric n'a pu compter que sur lui-même et les Juifs du monde entier depuis le début de cette guerre. Je n'oublie pas l'oncle Joe qui a donné de lui et de son pays. Oui, mais voilà, d'autres organisations humanitaires nous ont oubliés. Elle menace clairement de lui casser, à minima, de lui casser la gueule, et puisque maintenant on peut parler comme ça, comme le président du Sénat se le permet, donc de lui casser la gueule, de lui faire fermer sa gueule à coups de poing, et surtout invite les autres personnes habitant sur place à en faire de même. C'est terrible d'en venir là, me semble-t-il. Alors,
on est toujours sur ces questions de cible. Et j'ai découvert, là, ça vise les jeunes, en l'occurrence les jeunes issus de l'immigration en France. Il y a ce débat à cause du drame du petit Thomas qui s'est fait assassiner. Il y a eu l'histoire de savoir s'il fallait ou pas balancer les prénoms et savoir si ça servait une signification médiatique de balancer des prénoms en pâture. Et j'ai croisé tout à fait par hasard, face au député de gauche Benjamin Lucas, une nouvelle cadre Reconquête. Je vous laisse écouter ce qu'elle pense du fait de donner ou non les prénoms des personnes supposées auteurs ou autrices de ces crimes ou de ces assassinats. Je vous laisse écouter également. Attendez, je pose une question, j'interroge. Un crime aussi odieux que le crime perpétré contre le petit Thomas doit être puni avec la même sévérité et la plus grande des sévérités en l'occurrence, quel que soit le prénom de son auteur. Par ailleurs, le prénom de quelqu'un ne dit rien sur lui. Ne dit absolument rien sur lui. Pas une donnée sociologique comme le sexe, le nom, la nationalité, mais madame, qu'un crime soit commis par un homme, par une femme, par quelqu'un qui s'appelle Benjamin ou Rachid ou je ne sais quoi encore, quel que soit le prénom, la religion, je ne sais pas, les habitudes sportives de quelqu'un qui commet un meurtre, ce meurtre est inacceptable et doit être jugé comme tel. Pourquoi c'est problématique dans ce cas de donner un prénom ? Elle va presque au-delà du discours de Zemmour, sauf qu'il y a une petite différence, c'est qu'elle n'est pas cadre Reconquête. Il s'agit de Margot Dadenor du Figaro et qui s'occupe des faits divers au Figaro. C'est-à-dire que imaginez avec ce logiciel la manière dont elle doit traiter les faits divers lorsque l'un des assaillants, l'un des prénoms, l'une des personnes mises en cause a un prénom d'origine maghrébine. Présumé assaillant. Présumé, bien évidemment, mais je pense qu'ils n'en ont pas grand-chose à faire et que ça va très vite à ce niveau-là. Alors, on pourrait se dire, une fois qu'on a attaqué les musulmans sur leur prénom, qui signifierait quelque chose, une fois qu'on a traité votre adversaire d'antisémite, donc si en gros est l'extincteur du débat public et qui fait que vous n'avez plus qu'à fermer votre valise et à rentrer chez vous, on peut se dire, on a atteint le sommet du sommet. Eh ben non, nous avons Agathe Lambray, une consoeur, alors je redis pas de CNews, pas d'I24 News, qui officie sur le service public, en l'occurrence sur France Info, qui a reçu Clémence Guettet. Et je précise quand même que quand on prépare c'est très important une interview politique, parce que on a l'occasion de parler de la vie des gens. La vie des gens présentement, ceux qui souffrent, évidemment, qui sont en précarité, et puis la vie des gens à venir. Comment on améliore la vie des gens ? Ben non. Agathe Lambray, avec un beau sourire, s'est adressée à Clémence Guettet et est partie sur une espèce de discussion de comptoir. Alors, justement, on fait pas ça, on fait pas ce métier-là si on souhaite animer une discussion de comptoir du Café du Commerce. Alors, je présente mes excuses aux chroniqueuses et chroniqueurs de chez Pascal Praud, qui pour eux, peuvent être choqués par ce que je suis en train de dire. Mais ça se prépare et on respecte à minima la personne qui est en face de soi. Je vais vous laisser écouter l'échange et ensuite j'y reviendrai. Clémence Guettet, vous considérez que vous êtes féministe ? Oui. Est-ce que vous êtes exprimée, engagée sur les viols, sur les violences et sur les tortures faites aux femmes israéliennes par le Hamas qui sont de plus en plus documentées ? Bien sûr, évidemment. En fait, je ne comprends même pas que vous puissiez me poser cette question. Toutes les violences sexuelles ont été utilisées comme des armes de guerre dans quasiment tous les conflits de ce genre-là. Donc on le déplore évidemment. C'est une abomination. Ça a lieu dans ce cadre-là. Ça a lieu dans d'autres conflits internationaux en ce moment même. Ça a lieu, d'ailleurs c'est un continuum évidemment, ça a lieu aussi en France. Mais les violences sexistes, sexuelles utilisées comme armes de guerre, c'est une abomination, on le dénonce évidemment. Et vous avez vous avez signé des tribunes en ce sens pour dénoncer ces viols, ces crimes sexuels ? C'est quoi votre question ? Vous pensez vraiment que, non mais vous pensez vraiment qu'en tant que jeune femme de 33 ans, je cautionnerais, je ne comprends même pas votre question. Moi, je ne comprends pas non plus la question. C'est-à-dire que, je la comprends trop bien plutôt. Hein. Vous êtes tellement antisémite que même vous, féministe avérée, vous avez pas du tout défendu les femmes israéliennes parce que juives et que finalement vous préférez défendre les femmes palestiniennes parce qu'arabes et que vous êtes arabo, je sais pas quoi. D'ailleurs, je sais même plus comment on peut qualifier tout ça. Donc voilà. Dans ce marigot, je me suis posé la question de savoir quand même, Clémence Guettet, elle a dit elle-même, une jeune femme de 33 ans, comment elle sort d'une interview comme ça, comment elle sort d'un réquisitoire et de soupçons d'antisémitisme aussi violent et aussi sale finalement. Je l'ai appelé pour lui poser la question.
je pensais qu'elle avait mal encaissé le coup et finalement, il y a une sorte de résignation de sa part. Résignation, je pense qu'elle va continuer à se battre pour que les médias changent, mais il y a une sorte de prise en compte du climat dans lequel on vit depuis plusieurs semaines, et notamment depuis le 7 octobre. Je vous laisse écouter sa réponse. C'était par téléphone il y a 2 jours. C'est évidemment extrêmement choquant à vivre. Et avec le sentiment très désagréable en plus que c'est pas vraiment nos réponses qui peuvent intéresser les journalistes, mais que le but est d'avoir une petite phrase qui alimenterait la polémique des 2 prochains jours. Donc c'est choquant. Je n'ai jamais considéré que j'allais me faire interroger entre guillemets avec de la bonne foi ou que mes réponses pouvaient vraiment intéresser. Je considère que ça fait partie d'une sorte de combat idéologique que nous menons et que les questions ne nous sont jamais posées voilà pour vraiment véritablement obtenir les réponses. Donc si vous voulez, on y va aussi quand même un peu endurci, parce que là vous me parlez de France Info vendredi, Manuel Bompard dimanche, c'était exactement la même tonalité. On sait que ça correspond aussi à une tonalité générale dans ce type d'émission. Alors pour la petite histoire, Clémence Guettet m'a également précisé que quelqu'un qu'elle avait vu sur, je crois que c'est sur un marché, juste après l'émission, lui a dit, dites donc, c'était quand même dur sur CNews. Réussir en 2023 à confondre CNews avec France Info, il y a quand même des questions, je crois, à se poser. Alors, je parle beaucoup de la télévision. Il n'y a pas qu'à la télé qu'il se passe des choses comme ça. Et notamment, dans la presse quotidienne régionale que je suis avec attention, ce qu'on appelle PQR Mon Amour sur les réseaux sociaux, il y a La République du Centre. La République du Centre a fait un papier tout à fait anodin. Et c'était lundi matin, pardon. Un papier sur le marché populaire du quartier populaire de la Source qui s'appelle le marché au tissu. Et voilà ce qu'ils en disent. Donc ils se baladent, ils y vont un peu comme on va au jardin d'acclimatation dans les années 30. C'est-à-dire qu'on va voir un peu on va voir le folklore, sentir l'encens, voir les choses un peu comme ça qui sont un peu folkloriques. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils écrivent, La République du Centre, donc... Qui trouve-t-on des blagues blanc-beurre, bienvenue en 1998, avec plus de beurre que de blanc. Même Manuel Valls n'aurait pas osé écrire ça. J'aimerais bien savoir avec quels moyens techniques, voire technologiques, ils ont pu évaluer qui est beurre. Je ne sais même pas ce que c'est un beurre d'ailleurs, entre parenthèses. Je ne sais pas si je suis beurre ou pas beurre, je ne comprends pas. Donc ils en sont là sur un papier qui traite d'un marché. On apprend également que donc, ce marché, où il y a plus, je vais transformer le terme, plus d'arabes que de non-arabes, si on arrive à le définir, on apprend que c'est le marché, c'est un marché sympa, mais c'est un marché sale, et c'est même le plus sale, non pas de la ville ni de la métropole, mais du département. Ceci sans la moindre enquête, sans la moindre recherche. Une autre chose encore, on apprend que il y a en face des livres sur le Coran, bizarrement, de manière opposée, il y a de la lingerie féminine. Comme si les musulmanes ne mettaient pas de lingerie féminine, comme s'il pouvait y avoir une espèce d'opposition entre l'obscurantisme et puis les Miss France qui se baladent en maillot de bain. Ça n'a absolument aucun sens, si ce n'est évidemment de pouvoir développer ce genre d'idées complètement, enfin, qui sont des clichés pour moi extrêmement dangereux. Et la dernière chose, c'est qu'on apprend qu'il y a des pickpockets, puisque plus il y a de beurre, plus il y a de pickpocket. Et donc, je ne comprends pas comment la direction de la République du Centre, je ne cite pas le nom de la journaliste, c'est pas elle que je mets en cause, c'est la direction de la République du Centre. Les deux, sans donner son nom. Je le souhaite pas, mais vous pouvez les chercher. Je ne comprends pas que la direction ait pu laisser passer un papier comme ça. Il va peut-être falloir à un moment donné que Centre France, propriétaire de la République du Centre, fasse un peu de ménage au niveau de la direction. Alors, dans ce marigot extraordinaire, on a la Palme d'Or qui vient de tomber juste après l'Archer, c'est Stéphane Manigold. Alors, je le confesse, je ne le connaissais pas du tout. Il officie sur RMC, je crois qu'il est restaurateur. Et il participe aux Grandes Gueules, donc une espèce... Alors, pour le coup, on revient au Café du Commerce. Et voilà la manière dont il a interpellé, donc je le dis bien après l'Archer, la manière dont il a interpellé Mélenchon. Écoutez, c'est sidérant. Pour que l'imam Jean-Luc Mélenchon comprenne bien, le ferme ta gueule, je vais lui dire je vais lui dire Bella Femouk. Comme ça, il comprend encore mieux. Alors, je vais vous dire, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit, je vais vous dire ce qu'il a dit
Alors, j'invite ce crétin à prendre des cours d'arabe parce que l'accent, on n'en est pas encore là. C'est vraiment pathétique. C'est vraiment d'aller chercher très très loin, y compris comme l'avait fait, je ne sais plus quelle chroniqueuse avait parlé des origines marocaines de Jean-Luc Mélenchon, qui est né au Maroc. Là, on est dans quelque chose de complètement crasse. Et je vous informe que Thomas Porte, le député NUPS, a indiqué qu'il allait saisir au titre de l'article 40 le procureur de la République de façon à pouvoir faire condamner ces propos. Alors, j'en ai fini. Je voudrais juste, comme nous approchons des fêtes et que mes chroniques traitent très régulièrement des questions politiques, je voudrais, alors on va le voir, je pense, à l'antenne, on va voir la jaquette à l'antenne, je voudrais vous parler de ce livre de Patrick Vaquier, L'ombre et les lumières, donc qui est paru chez Véron Éditions et qui est un livre que je trouve, moi, passionnant parce qu'il est à la fois autobiographique, il relève à la fois de l'ordre du roman et de la chronique. Et ça raconte la vie de quelqu'un qui se lance en politique et qui se rend compte qu'au bout d'un moment, que finalement, toute son éthique, sa morale ne correspond pas au monde dans lequel il évolue, mais il a quand même envie d'avancer. Et donc, il va se retrouver pris, mais je ne veux pas vous dévoiler, il va se retrouver pris dans des problèmes de conscience et des problèmes d'organisation, alors qu'au départ, il était vraiment parti avec beaucoup d'enthousiasme dans cette nouvelle vie. Donc, Patrick Vaquier, L'ombre et les lumières, chez Véron Éditions. Merci beaucoup, Mourad Guichard, pour cette carte blanche et cette jolie suggestion de lecture.